Chers amis, bonjour. Bonjour Cyrielle. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Très heureux de vous retrouver pour une très belle édition en perspective du Sustainable Leaders Forum. Nous sommes aujourd'hui plus de 1500 décideurs réunis, inscrits pour pouvoir échanger autour de sujets passionnants, le leadership à l'heure des enjeux durables. Alors, on a démarré sur les chapeaux de roue la journée. On avait démarré par une belle conférence en décembre dernier, effectivement, autour des ODD, puis une conférence sur la mobilité qu'on a fait il y a quelques semaines. Et c'est aujourd'hui l'occasion de vous recevoir au Hub Lab, notre tiers-lieu dédié aux transitions évidemment digitale, transition humaine, et puis aussi liée à la transition durable. Écologique, bien évidemment. Absolument, voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a accéléré sur ces sujets, qu'on travaille depuis plus de 2 ans maintenant au Web, avec une équipe que je salue. Je tiens à vous saluer tout de même, parce que ça fait 5-6 ans maintenant qu'on se connaît avec C'est Vincent, vrai. et je suis ravie de voir que le Hub Institute s'est complètement, on va dire, t'as muté, vous avez muté, et aujourd'hui vous interviewez, vous recevez les plus grands leaders, en tout cas les pionniers français, et je tiens à dire que c'est pour ça que je suis ravie de vous rejoindre et de vous accompagner aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup Cyrielle, et c'est vrai qu'il faut aussi réussir à embarquer ces équipes, et comme on le voit ici, une partie des équipes du Hub Institute associer chacun à un ODD, c'est aussi un de nos engagements pour vraiment incarner et rentrer et aller sur le fond des sujets. Alors le Hub Institute, avec une centaine d'événements par an, beaucoup de contenu, beaucoup de recherches, beaucoup d'articles et de contenu vidéo bien sûr. Vous trouverez l'ensemble de cette conférence dans quelques jours en ligne. Et puis on a effectivement développé cette matrice de la transition autour de 8 grands enjeux qui ont structuré un petit peu notre journée ensemble, l'occasion d'un grand nombre de débats et d'échanges. Alors, on aura aussi l'occasion, dans quelques minutes, de présenter avec nos partenaires, le C3D et l'OCDE, le résultat du premier Sustainable Maturity Survey. 52 grands groupes ont répondu, on est très contents. Beaucoup d'insights, beaucoup d'analyses. Est-ce que tu peux nous faire du name dropping? Parce que 52 grands groupes, ça veut tout et rien dire. On veut des noms. Effectivement, alors on a effectivement des groupes, évidemment, des groupes télécoms, des groupes de luxe, des groupes liés au BTP. L'intérêt du report, c'est qu'effectivement, ils répondaient et ils allaient en profondeur dans les réponses en échange de pas forcément divulguer leur nom. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une large majorité du CAC 40. C'est ça qui est intéressant. C'est multisectoriel et c'est une large majorité du CAC 40. Et donc, c'est vraiment des chiffres et des analyses que nous présenterons en exclusivité dans quelques minutes et qui seront complétées dans quelques jours par une étude plus complète qu'on aura l'occasion de vous partager directement en ligne. Alors, on remercie évidemment le soutien des différents élus et membres du gouvernement qui interviennent et qui nous partagent un peu leurs grands enjeux sur nos conférences. Nous aurons dans quelques minutes, en toute amitié, l'intervention de Barbara Pompili. On remercie aussi les grandes métropoles françaises qui sont évidemment engagées dans ces sujets de la transition, et puis les réseaux internationaux. De l'autre côté, on a nos 120 grands groupes qui sont vraiment à la fois dans cette transformation digitale et dans cette transition durable, ce qui est l'objet effectivement de nos travaux aujourd'hui. Et pour aller plus loin, on a développé avec mon associé Emmanuel Vivier un certain nombre de formats pour vous accompagner sur, en gros, par exemple, des pitchs de start-up issus de l'entreprise sociale et solidaire, des learning expéditions en ligne, des boost sessions d'1 heure pour et réengager avec vos équipes alors qu'on va revenir tous au bureau, des ateliers dirigeants, bien sûr, parce qu'il faut vraiment les sensibiliser. On verra que les chiffres qu'on présente dans quelques minutes montrent qu'il y a beaucoup de travail. Et puis des Sustainable Day pour accompagner chacune de vos équipes. Alors l'agenda annuel, on l'a présenté, le Mobility Forum qu'on a fait il y a quelques semaines, le Leaders Forum aujourd'hui. On se retrouvera autour des énergies le 6 juillet. Et puis pour notre grande conférence de retour en physique, on vous donne rendez-vous du coup le 14 septembre pour le City Summit. Et en fin d'année, on sera plus de 3000 avec Cyrielle pour en gros la 2e édition du Sustainable Paris Forum qui avait fait beaucoup de bruit en décembre dernier. On parcourt un petit peu les agendas. Voilà, ici on est autour des 8 challenges. On sera autour des 10 sujets de l'énergie. Donc n'hésitez pas à nous contacter autour de ces sujets qui sont vraiment le cœur de la transition durable. Et puis la ville. Et enfin, on sera autour des ODD en clôture de la COP 26. Donc la COP 26. On fera même un événement ensemble en fin d'année. Absolument, tout à fait. Autour de l'impact. C'est dans les cartons, n'est-ce pas? L'idée, c'est vraiment de sanctuariser cette fin d'année. Et puis, évidemment, on sera à quelques mois d'une échéance importante, les présidentielles. Il faut vraiment sensibiliser l'opinion, les décideurs publics sur ces enjeux et aller pousser les bonnes pratiques et tous les acteurs qui bossent dessus. Alors, on est très content
avec le Hub Institut, d'avoir développé, comme on l'avait fait pour les jeunes issus du digital, les Hub 35 pour les enjeux durables. Donc vous aurez à 12h30 Perle Bagot, notre associé, qui présentera du coup 35 jeunes de moins de 35 ans, un nouveau palmarès, qui sont vraiment engagés dans ces sujets au niveau des grands groupes et qui sont là pour les transformer. Donc je vous donne rendez-vous à 12h30. Alors, en termes d'agenda, donc nous sommes ce matin effectivement pour introduire cette journée. Nous aurons dans quelques minutes l'OC2 et le C3D, ainsi que le directeur RSE Monde de Carrefour. Après, Cyrielle aura l'occasion d'animer un panel. Oui, exactement, mais on vous en dira plus tout à l'heure. Tout à fait. Et puis, on aura après une succession de grands groupes internationaux avec les directeurs et directrices RSE Monde qui auront l'occasion de partager directement leurs enseignements, leurs avancées, pour que vous puissiez apprendre de leurs avancées et peut-être avoir quelques insights pour avancer dans vos propres chantiers. Comme vous le savez, on est une conférence pédagogique, on est là pour partager les enjeux, les bonnes pratiques, et donc n'hésitez pas aussi à utiliser le site. Vous avez sur la droite toute une partie chat, une partie commentaire. N'hésitez pas à l'utiliser pour échanger entre vous et débattre en parallèle. Je vois qu'il n'y a que des noms. Ce qui est hyper intéressant dans cette journée, on va dire que c'est comme si c'était un peu mon livre, en fait, où on regroupe des entrepreneurs sociaux, des personnes qui ont des structures de l'économie sociale et solidaire, juste pour ne citer que Castalis, So Good, mais également, Earthship Sisters. J'ai la chance d'être marraine. C'est un programme, on va dire, de leadership au féminin, et notamment, on va co-construire un projet sur des bateaux dans les calanques de Marseille. On va retrouver le mouvement On est prêt. On retrouve Maison du Monde aussi, avec sa directrice générale Julie Valbaum, qui fait aussi partie des 37 leaders de nos raisons d'être, mais également le groupe Michelin, qui a été quand même dirigé par Jean-Dominique Senard, qui n'est autre que, on va dire, la tête pensante avec Nicole Notat du rapport Notat-Senard à l'origine de la loi Pacte. On va retrouver Suez également. Enfin voilà, ça va être une très très belle journée où on mixe tout, et on va véritablement que, on va dire, nos leaders aujourd'hui ne font pas partie que des grands groupes, mais justement, je pense que c'est une très très belle coalition, et c'est l'intelligence collective. On voit qu'il y a une effervescence, qu'il y a une dynamique française de notre économie qui est véritablement en train de muter. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a évoqué avec différents ministres le fait qu'il y a 20 ans, on a perdu le combat sur les normes comptables et que c'est des normes américaines qui se sont imposées. C'est vrai qu'Olivia Grégoire est très passionnée quand elle le dit, en disant les États-Unis nous ont eu, mais peut-être qu'on va pouvoir mettre en lumière le rapport ESG, les rapports extra-financiers, pour évaluer justement. C'est l'occasion vraiment de montrer le rôle de l'Europe et d'arriver avec des normes qui pourraient s'imposer. Comme vous le savez, pour prendre le fil, effectivement, on est là aussi pour pousser des lectures à chaque conférence. Donc là, on a sélectionné 6 livres. Donc l'initiative qu'on trouve particulièrement intéressante autour de la perma-entreprise, l'ouvrage d'Inès sur réparer le futur en associant numérique et écologie, un bouquin très opérationnel mais très intéressant autour de 100 gestes pour réduire son empreinte carbone, le bouquin de Bill Gates qui est numéro 1 des ventes, donc c'est un incontournable, effectivement, c'est assez intéressant. Et puis l'ouvrage de Fabrice Bonifay et de Cécile Puch à Pechvili, qui interviendront d'ailleurs tout à l'heure sur la notion d'entreprise contributive. On aura l'occasion d'en discuter avec eux dans quelques minutes. Et évidemment, l'ouvrage de Cyrielle, n'est-ce pas, avec ton co-auteur. Avec Sylvain Raymond, on a fait les témoignages de 37 leaders, donc ces patrons du CAC 40. On y retrouve notamment Renault ou encore le PDG Orange, Stéphane Richard, la licorne française Blablacar, et puis plein d'entrepreneurs sociaux que nous allons d'ailleurs recevoir aujourd'hui, mais aussi des lanceurs d'alerte comme Bertrand Picard, comme même Hugo Clément, comme même Samuel Le Bihan. Enfin voilà, ce sont des regards croisés qui montrent que notre société, notre tissu économique est en train véritablement de muter. Voilà, donc le message est clair à l'approche des ponts du mois de mai. N'hésitez pas à aller en librairie acheter ces ouvrages. Vraiment des ponts, tu penses? Ils tombent tous un samedi. Non, mais il y a un petit pont la semaine prochaine. Et donc du coup, en complément, vous retrouverez du coup en téléchargement directement sur notre site internet nos 3 dernières reviews issues de nos conférences et de nos rencontres. Un sur la ville, un sur les grands enjeux évidemment durables qu'on a développés en décembre, et plus récemment la synthèse des enjeux sur la mobilité durable. Et puis en juillet, nous sortirons notre magazine autour des énergies décarbonées. Voilà, donc sans plus tarder, on vous partage quelques chiffres. Voilà, qui vraiment prendre en considération l'enjeu, l'impact, l'urgence d'agir avec l'eau potable. 1,1 milliard de personnes sont en situation de stress hydrique. Au niveau des inondations, 50 millions de personnes seront déplacées d'ici 2100. Au niveau de la pollution de l'air, c'est 7 millions de morts prématurées par an. Et puis les catastrophes naturelles, c'est 90 000 morts et du coup 160 millions de personnes touchées par an. Alors un constat, il est simple.
au rythme actuel de 50 gigatonnes de CO2 par an, les 2% sont clairement dépassés d'ici 10 à 20 ans. Je vous partage aussi quelques chiffres. Voilà. Le chiffre est plus catastrophique. Aujourd'hui, en termes de prévision, on atteindrait d'ici 2100 aux alentours de plus 3 ou 4 degrés par rapport à l'ère. Donc c'est vraiment le scénario noir. Et c'est vrai que quand on se rapproche des différents scénarios des institutions, il y a un impact humain, un impact économique, un impact militaire, géopolitique. On se rend compte que le monde qu'on a connu n'existera plus et que du coup, on ira vers quelque chose malheureusement d'assez sombre. D'où l'urgence d'agir dès maintenant et de réunir ce qu'on essaye de faire modestement aujourd'hui, des acteurs qui sont des gros acteurs économiques, mais aussi les startups et les entreprises sociales et solidaires, pour que tout le monde puisse agir de concert. C'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, Cyril, cette logique de coalition. C'est aussi intelligence collective, ouais. Et c'est les mots qui sont repris par le président de l'ONU en amont de la COP. Voilà. Antonio Guterres. Exactement. Donc voilà quelques chiffres effectivement qu'on partage. Le consommateur, on voit, il est très sensible aux produits durables. Une croissance multipliée par 5 par rapport aux autres produits. Vas-y. Et ce que je peux dire, ce sera ma chronique demain matin dans BFM Business et je peux la dire d'ores et déjà à 8h08. Ouais. Ça sort aujourd'hui, c'était sous embargo. C'est l'association, le collectif Commerce Équitable, où en fait c'est une hausse de quoi, je ne sais plus, de 8%, etc. sur les produits Commerce Équitable. C'est plus de 2 milliards d'euros cette année en 2020. Donc on va dire qu'effectivement les produits labellisés, notamment par nos 8 labels français, ont eu le vent en poupe en 2020. Comme quoi. Voilà. Après, vous avez les investisseurs, donc on le voit, donc l'investissement s'est cru très fortement dans ce secteur. On va avoir après tout ce qui est collaborateurs, avec une vraie sensibilité associée aux engagements, et on le verra dans quelques minutes avec les résultats de l'étude. Et puis le législateur qui va évidemment continuer à augmenter les taxes associées à la génération de carbone, et donc le coût de la tonne de carbone va augmenter fortement d'ici 10 ans, et tout ça c'est aussi pour obliger et accompagner les entreprises à se transformer. Évidemment, faut pas les couler parce que on a vu avec le Covid, il y a quand même des difficultés pour repartir, mais il va falloir les accompagner pour à la fois relancer économiquement les entreprises et en même temps utiliser ce moment-là pour les encourager dans la transition. Sébastien Bazin, donc le PDG d'Accor, disait ce matin sur l'antenne de BFM Business, justement dans Good Morning Business, qu'effectivement il allait peut-être perdre 1/3 ou 2/3 de ses collaborateurs parce que post-crise ils veulent pas forcément revenir à la capitale, ou en tout cas veulent pas aller retourner dans les grandes villes. Donc effectivement il y a un gros travail pour adapter et fédérer justement ces salariés post-l'ère Covid. Voilà, donc beaucoup d'enjeux aussi RH, c'est assez intéressant. Les entreprises ont clairement besoin de travailler sur un nouveau business model. Il doit être transformé. Donc ça, c'est quelques chiffres de Bain qu'on vous partage. Aussi dans cette étude, c'est intéressant de voir que 50% d'entreprises ont travaillé sur une modification de leurs sources énergétiques, sur des ventes alternatives. Là, c'était intéressant, de viande qui a augmenté de 85%. Voilà, donc tout ce qui est viande végétale. Et puis l'augmentation. Mais on aime la viande végétale, Vincent. Bien sûr, tout à fait. C'est autorisé. Et puis on le voit ici aussi, la réduction de la dette. Alors, carbone. Alors, il y a beaucoup d'initiatives, des tentatives de transformation. Là, ce sont des chiffres américains. Ça sera intéressant aussi dans quelques minutes de voir les résultats du Sustainable Maturity Survey que nous avons réalisé avec des grands groupes français ou européens. Et puis ici, on a en fait l'impact de la crise. Et donc, c'est aussi une des questions qu'on posera, je crois, c'est dans la matinée avec le groupe Chargeur. Est-ce que le Covid a accéléré et a impacté votre politique de transition durable? Donc là, on le voit qu'à 15%, ça a beaucoup augmenté, 36%, ça a augmenté, et puis 34%, pas trop affecté. Mais pour peu de gens, ça a eu un impact négatif. Au contraire, ça a eu plutôt un phénomène d'accélération sur la crise. Alors, je partagerai dans les 8 minutes qui nous restent rapidement quelques tendances associées à chacune des 8 grandes étapes de la matrice de la transition durable que nous avons à développer. Donc, au niveau de la direction et du management, clairement, ce qu'on voit, et on pourra le commenter ensemble, un sustainable leader, c'est quelqu'un qui associe des valeurs, une mission et une raison d'être.
Ça, on est complètement d'accord. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, en termes de sociétés à mission, il y en a 158 actuellement en France. Il y a 124 entreprises qui sont B Corp. Il y a une forte accélération parce qu'il y a quand même 6000 organisations françaises, et vous en faites peut-être partie, qui sont en cours de certification de ces labels internationaux. Donc voilà, je suis très contente de notre tissu économique et surtout de tous nos entrepreneurs et dirigeants qui s'engagent. Et pour nous citer, c'est vrai il y a également très peu aussi d'entreprises qui sont labellisées les deux. Par exemple, on retrouvera Danone ou encore le groupe Rocher. Mais on voit qu'il y a une véritable effervescence et la raison d'être est véritablement partout. Je lisais encore Le Monde, CB News ce matin. La loi Pacte est partout. Donc continuez bien et surtout inscrivez-la dans vos statuts, parce que juste la dire comme ça sur un site internet ou dans un micro, c'est bien, mais le véritable engagement, c'est de l'inscrire, parce que là, il y a des investisseurs qui regardent des actionnaires et c'est là qu'on va véritablement peut-être pouvoir mesurer, l'engagement en tout cas quand vous êtes sur un plateau télé ou face à un journaliste. Bien sûr, c'est vraiment la communication par la preuve. Surtout vis-à-vis des consommateurs aussi. Et donc voilà, donc quelques exemples avec la raison d'être, donc ce triangle entre consommateurs, employés, parties prenantes. On va avoir effectivement tout ce qui est lié à l'inclusivité, la diversité et l'équité. On aura tout à l'heure différentes interventions sur ces sujets, donc ça sera intéressant de le suivre. Et puis la deuxième partie, c'est sur le sourcing et les achats de production. Alors là, clairement, il y a 8 grands sujets qui sont liés à l'approvisionnement durable et qui doivent figurer sur votre agenda. Donc tout ce qui est lié aux matériaux, bien sûr, à la transparence, à la relation avec vos fournisseurs, aux pratiques d'achat, c'est important. Pas forcément le mieux-disant financier, ça peut être aussi le mieux-disant côté impact. Donc on doit aussi changer ça. Il y a l'impact carbone, bien sûr, le côté circulaire, tout ce qui est lié au packaging, on aura l'occasion d'en reparler, et puis tout ce qui est lié évidemment à la transition durable, et on en parle largement aujourd'hui. Un cas qu'on suit de près, c'est donc effectivement Allbirds, une marque de chaussures basée en Californie, qui a sur toute sa chaîne de production une vision extrêmement éthique de l'ensemble de la chaîne de la valeur. Il y a beaucoup de nos acteurs français qui s'y mettent aussi. Là, tu cites un acteur américain, mais il faut savoir que le nombre de communiqués ou de tournages que j'ai pu faire déjà depuis le mois de septembre dans Impact sur BFM Business, c'est incroyable. Il y a aussi la marque à Marseille de basket qui récupère le plastique des océans, Corail. Il y a également OTA, c'est OTH ou OTA, je ne sais plus parce qu'ils ont changé de nom, qui effectivement là, on parle d'économie circulaire parce qu'en fait leur semelle c'est des pneus usagés. Il y a plein de choses comme ça, et véritablement pareil, il y a pour ne citer qu'un, mais il y a également Adidas qui sort une paire de baskets sneakers à partir de racines de champignons. Il y a également Nike aussi qui continue avec justement ses filets de pêche recyclés. Donc beaucoup d'acteurs qu'on fédérera au Sustainable Paris Forum en décembre, avec vraiment une big list d'acteurs durables et de start-up qui sont à impact. Au niveau de la production et des énergies, donc de plus en plus d'acteurs industriels rentrent dans cette logique du recyclage et dans cette logique du réemploi. On aura l'occasion tout à l'heure d'avoir Veolia, exactement, qui travaille. Suez aussi. Suez. On aura aussi, je pense à Tereos sur le sucre, qui va utiliser l'eau du sucre pour alimenter ses usines. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui se positionnent et qui vraiment travaillent de manière concrète sur des nouvelles stratégies. Alors, ça, c'est un chiffre intéressant. Ce sont les émissions mondiales qui, avec le Covid, on le voit par rapport à cette courbe, on a vécu une année de chute. La question, c'est est-ce que du coup, on va repartir comme on était parti dans cette hausse? Quand on entend ce qui se passe en Chine, où en fait, on va dire le tourisme interne est en train d'exploser. Voilà, faut pas se reposer sur les quelques petits pointillés là de ta courbe, Vincent, parce que je pense qu'il faut continuer véritablement, parce que là on le voit, toutes les ventes en ligne explosent en termes de tourisme. Donc je pense qu'on va tous vouloir peut-être dépasser nos frontières cet été, et c'est un cas, et c'est un cas, je pense, universel. Donc je pense que c'est le moment de mettre les bouchées doubles et de faire une très très belle rentrée septembre 2021 avec de super nouveaux objectifs. Avec grand plaisir. Au niveau logistique et transport, là, évidemment, les besoins augmentent, mais je peux que vous encourager à aller sur le replay de notre conférence du mois dernier. On a quand même plus d'une 40aine d'intervenants français et internationaux sur le sujet. Beaucoup de sujets au niveau de la logistique, je pense à Stuart, mais à plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous connecter gratuitement et d'accéder au replay sur tout ce qui est lié à la mobilité durable. La communication et le marketing, bien sûr, on en parle beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, là aussi, le fait qu'à la fois l'Union européenne et la France s'impliquent là-dessus avec du coup tout ce qui est lié à l'éco-blanchiment. Il y a tout un travail fait au niveau des publicités pour analyser, vous voyez, le nombre de publicités et pour s'assurer que du coup les allégations
en termes de green et autres sont vraies et ne sont pas fallacieuses. Et on le voit dans ces statistiques, le greenwashing pratique courante, seulement 58% des allégations environnementales faites sur le web sont étayées par des preuves. Donc il y a encore beaucoup de boulot. Il n'est pas normal qu'on ait 42% d'éléments qui soient pas du tout vrais, et tout ça pour plus vendre. Donc on doit aussi avoir une modification sur ce sujet-là. Alors la tendance numéro 6, c'est effectivement tout ce qui est lié au modèle de vente. T'en parlais, l'économie circulaire. Il y a de nouveaux modèles. T'en vois beaucoup aussi sur ton plateau, je t'en prie, vas-y. Oui, et d'ailleurs, encore hier, j'ai fait l'aller-retour à Bordeaux. Bordeaux, pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le siège de Back Market, donc le site où il n'y a que du reconditionnement. Et justement, il vient de mettre en lumière, et pour la première fois, un produit neuf. Est-ce que tu sais quel était ce produit neuf? Eh ben, c'est Fairphone. C'est le fabricant néerlandais de smartphones. Wow. Et c'est une première. Ils ont fait une exception. Donc même Back Market essaye d'innover et de pousser. J'étais avec Thibaut Hugues de la Rose. Merci Thibaut, je n'ai pas écorché ton nom. L'un des cofondateurs de Back Market, qui disait qu'il était très fier de promouvoir, voilà, on va dire ces fabricants néerlandais où effectivement là on peut désosser complètement. Il disait, par exemple, pour changer une batterie par rapport à un Apple, on change la batterie en 30 secondes sur un Fairphone contre 30 minutes sur un Apple. Et puis quelqu'un qui n'est pas expert comme moi, ça peut durer peut-être des journées entières pour désosser un téléphone. Donc voilà, les acteurs innovent. J'étais également là, c'était quoi, la semaine dernière aussi, vers Brest. C'était une coalition entre Upcycle et Mego. On valorise nos 30 milliards de mégots jetés dans la nature chaque année en France. D'un côté, on enlève les substances chimiques du tabac avec du compost, et puis avec cette matière, on va dire la cellulose, le plastique des filtres, et ben on en fait du mobilier urbain. Très bien. Donc il y a beaucoup de pistes nos entrepreneurs. Concrètes. Bravo. Et puis tout ça, c'est effectivement fait dans nos régions. Donc c'est quand même très intéressant de voir que l'innovation est largement nationale. Le point numéro 7 qu'on observait, c'était tout ce qui est label et mesures. Donc il y a évidemment beaucoup de certificats qui émergent. Quels sont les bons? Comment s'investir? C'est une question que vous nous posez souvent. Et dans la consommation, il y a également 8 labels sur le fair trade, sur l'économie, sur le commerce équitable. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de labels. C'est pas évident. C'est pas évident de choisir et d'investir du temps. Effectivement, c'est assez compliqué. Et enfin, le dernier point, ce sont autour des parties prenantes. Alors les parties prenantes, comme vous le voyez, il y en a un certain nombre. C'est vrai que par rapport à d'autres univers, il faut pouvoir les gérer, les accompagner et interagir avec elles. Nous, ce qu'on retient sur le dernier slide et pour conclure, c'est qu'il y a 3 gros conseils pour que ça se passe bien. Il y a les intégrer évidemment dans les conseils d'administration, effectivement, et pouvoir les faire discuter. Vas-y, je t'en prie. Ce que j'aime autour de la raison d'être, ça va faire 1 an maintenant dans Objectif Raison d'être que je reçois donc tous nos grands dirigeants. Et je sais par exemple, de mémoire, je crois que c'est entre 18 et 24 mois. En fait, ça fédère les collaborateurs et je trouve que c'est un outil de sensibilisation de ces collaborateurs pour éviter les burn-out, pour éviter les turnovers également. Enfin, peut-être pas les burn-out, rien à voir, mais je veux dire avec les turnovers, ou même d'attirer et de rendre attractive une entreprise, notamment face aux jeunes, parce que ça renforce la marque employeur d'avoir une raison d'être ou de carrément changer, de devenir une société à mission. C'est génial parce que c'est fédérateur et c'est une réflexion en interne avec toutes ces parties prenantes durant des mois. Ça peut aller de 4 mois à 24 mois. La raison d'être d'Orange, c'était 24 mois. La Camif, c'est 2 ans pour sortir sa raison d'être ou carrément sa mission. Donc c'est fédérateur en interne. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est vrai, les collaborateurs en disant, on est inclus, on reçoit des mails et c'est un travail de longue haleine. C'est quoi la raison d'être de mon entreprise? Pourquoi je me réveille chaque matin? Parce que mon entreprise, elle a une nouvelle raison d'être. Elle a l'air, on va dire, post-Covid-19 ou encore au 21e siècle. Donc, voilà. On serait content d'avoir vos retours. Merci beaucoup. Une journée très riche.